Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mr Flamingo, Flamingo, Mr Flamingo, que tout le monde connaît Flamingo, Flamingo, Mr Flamingo, go. 2026 est arrivé, donc c'est le temps pour moi de vous donner mon top des meilleurs et des pires films que 2025 nous a chié. On va commencer ça avec les pires, j'ai la liste sur mon téléphone. Let's go! Numéro 5. Anaconda est un film qui m'a calissement déçu. Autant au niveau dialogue qu'exécution globale de l'intrigue, si je peux dire, ou de l'exécution globale de ce nouveau film de la licence. Faire une comédie d'horreur sur un serpent géant qui tue du monde, mais de faire ça PG-13 où tu vois aucun kill, et qu'en plus de ça, le côté comédie du film est carrément raté. C'est vraiment décevant de se dire en plus, t'as Jack Black, t'as Paul Rudd, t'as Steve Zahn, t'as Tandy Newton, t'as des acteurs qui sont prouvés dans le passé, surtout au niveau comédie avec Paul Rudd et Jack Black. Steve Zahn qui est autant bon dans des comédies que dans des trucs plus sérieux. Mais ici, si les dialogues sont pas bons, les acteurs peuvent pas rendre ça drôle juste parce que c'est eux autres. Faut que les dialogues aient quand même une certaine substance derrière. Sauf que là, non. Aimer ces acteurs-là, puis les voir dans ce film-là, ça a été pour moi la sensation de me torcher le cul avec un cactus. C'était vraiment pas agréable. Ça me faisait graisser des dents même. Numéro 4. Le dernier Pacte du silence est un requel raté à bien des niveaux. Tu ramènes deux des acteurs des deux premiers. L'un a presque pas de temps d'apparition à l'écran et le deuxième est devenu le tueur. Je veux dire, comment ne pas rendre hommage à ce qui a été fait pour en même temps ramener cette licence-là. Parce que, contrairement à ce I Know What You Did Last Summer, Scream 5, oui, Scream 5 ont tué Dewey, mais c'est pas comme on le tue parce qu'il est devenu méchant. Non, là, on lui donne une mort digne d'un héros. On lui a donné une fin honorable, si je peux dire. Mais là, ici, de transformer le personnage de Freddie Prinze Jr., Ray, en un gars qui, tout le long du film, sent que oui, il y a un fusible qui a pété à un certain niveau parce que il est clairement pas cohérent avec comment il était dans les premiers, mais de voir à quel point son personnage est massacré de toute logique, je comprends pas l'idée. Et qu'il était bon, tu sais, c'était violent à ce niveau-là, puis l'histoire globalement était correcte, mais l'exécution de comment il ramène ces deux acteurs-là, c'est pas suffisant pour s'enlever le mauvais goût dans le fond de la gorge. C'est comme se gargariser avec un verre de pisse. Ça aura pas l'effet escompté. Numéro 3. La Conjuration Dernier Rite nous a été vendue comme la conclusion des films Conjuring avec les Warren. Et là, tout d'un coup, les producteurs parlent de c'est la fin de la phase 1. Non seulement ce que tu nous vends là comme étant une conclusion n'est pas satisfaisante pour le viewer, mais en plus de ça, tout simplement, l'exécution globale du film, quoique moins générique que pour moi le 3, ou même les Annabelle ou la Nonne 1, le problème c'est que les derniers Conjuring se relient beaucoup plus sur un jumpscare cheap plutôt que des réels frissons à mon avis. Les deux premiers Conjuring pour moi c'est les deux seuls vrais bons films de toute la licence, parce que les autres que j'ai vus c'était vraiment pour moi c'est tu explores la licence mais en enlevant tout le charme des deux premiers Conjuring, c'est-à-dire une bonne histoire et de vrais frissons. Pour finalement on fait juste la file à aller dans le cinéma pour que quelqu'un vienne nous donner une claque dans la face. Numéro 2. Five Nights at Freddy's 2 est bien joué, bien réalisé, mais comme pour le premier film, je veux dire, l'exécution est... comment dire ça poliment? Exécuté comme une envie de chier, gars. Je dis pas ça dans le but d'être drôle, mais vraiment, c'est la façon que je vois l'exécution de ce film-là par rapport à ce qu'on a eu versus les jeux puis la popularité de la licence, c'est très décevant parce que vraiment, autant le premier film avait une histoire intéressante derrière qui était mal gérée ou ce que le film ne savait pas en quoi s'aligner. Est-ce que c'était un slasher avec effet cheap de PG-13, tu vois rien? Est-ce que c'est un drame psychologique pour le passé de Mike? Ça semblait pas être un film bien gagé à ce niveau-là. Mais ici, c'est juste pur slasher cheap où tu vois rien, puis que c'est juste 1h30, 1h40 d'easter eggs par rapport à la licence, mais 1h40 d'easter eggs quand ton scénario est vraiment pas
satisfaisant dans l'ensemble pour faire évoluer les personnages depuis le premier. C'était bien beau justement voir ces easter eggs-là, mais pour ceux qui sont fans de films d'horreur ou qui sont un peu moins fans de la licence mais qui savent les références c'est quoi, t'as pas, en tant que viewer, pour moi, un sentiment de satisfaction en sortant du cinéma parce que tu sais de quoi les acteurs sont capables. Tu vois, les animatroniques, tout, sont vraiment hot, mais au final, t'as tellement de possibilités d'explorer le lore plus en détail, mais tu effleures à peine la surface. Numéro 1. Pour moi, le pire film de l'année est aussi ma plus grosse incompréhension. Les Inconnus chapitre 2. Comme je l'ai dit dans ma critique, le concept des strangers, des inconnus qui s'en prennent à vous autres simplement parce que vous êtes chez vous, Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Parce que vous êtes là. c'est effrayant en tant que tel. Et là, ici, tu tires la sauce avec le chapitre 1. C'est d'avance qu'il y a le chapitre 3 qui s'en vient. Autant le chapitre 1 que le chapitre 2, c'est tellement évident pour moi que ces trois films-là auraient dû être un seul film de presque 2 heures. Parce que là, tu fais 3 films de minimum 1h30, mais où ce que tu tires la sauce au maximum pour enlever tout suspense par rapport à qui sont les inconnus, en nous montrant un peu leur histoire quand ils étaient plus jeunes, en nous révélant qui ils sont, si je peux dire aussi derrière les masques, alors que t'enlèves tout sentiment de mystère. Tu étires la sauce. Autant pour le studio, c'est rentable parce que tu fais 3 films pour 8,5 millions. Et juste avec le premier film, tu as remboursé ton budget. Mais c'est un des plus gros problèmes à Hollywood pour moi, c'est tu étires la sauce pour améliorer les profits, mais prendre les viewers pour des cons. Parce que là, pour avoir un sentiment de voir complet en tant que viewer, il va falloir voir le troisième pour voir comment ça finit. Mais il étire tellement la sauce que... Fuck! Bon, là, on va passer au meilleur. Et là, je vais en surprendre plusieurs parce qu'il n'y a aucun film de super-héros dans mon top 5 des meilleurs de l'année. Je me suis vraiment surpris moi-même avec les films de 2025, lesquels que j'ai préférés par rapport aux autres films habituels. Et oui, je suis un fanboy de films de super-héros. Ça change rien que les films de super-héros qu'on a eu en 2025. Je les ai adorés. C'est juste pour moi, ces films-là valent beaucoup plus la peine d'être mentionnés. Numéro 5. Téléphone Noir 2 est une suite pour moi qui a été très satisfaisante à regarder de Téléphone Noir 1 à celui-là. Tu vois à quel point les événements du premier ont marqué le personnage de Finlay, joué de façon majestueuse selon moi par Mason Thames. T'as Ethan Hawke qui est toujours aussi flippant dans le rôle du faucheur en version québécoise. Autant le concept ou l'exécution est totalement différente de ce qu'on a eu dans le premier. Autant ça offre un sentiment de nouveauté, même si c'est un truc qui est quand même plus ou moins recyclé des Freddy Krueger avec le faucheur qui t'attaque dans ton sommeil. Mais l'exécution globale de cette idée-là est suffisamment différente pour que tu regardes ça puis t'as pareil le sentiment de renouveau sans pour te dire « Ah, c'est juste un rip-off ». Pour moi, ça a été vraiment satisfaisant autant au niveau histoire, exécution, acting, tout. Numéro 4. Le premier film de cette licence-là que j'ai pu voir au cinéma, Destination Ultime, vient de ça. Vraiment, j'ai trippé sur l'exécution, sur l'idée que c'est pas l'un des personnages principaux que la prémonition dans le présent, c'est un cauchemar récurrent de un truc qui s'avère avoir été vécu par sa grand-mère v'là longtemps. Je trouve ça frais et c'est... Tu sais, pour pas tout... Parce que les 5 premiers, ça a tout le temps été une prémonition que un des personnages principaux vit et après ça s'aperçoit que quoi qu'il marche pas. Là, ici, de twister la formule, si je peux dire, et nous offrir un film où ce que c'est là, plus une exploration en plus de lien de sang, où ce que c'est une famille qui aurait pas dû exister. J'ai trouvé que ça rajoutait quelque chose, parce que les autres films, ça a tout le temps été une gang d'amis qui sont des survivants à cause d'une prémonition, mais là, ici, que ce soit toutes des personnes de la même famille, donc qui s'entendent pas forcément hyper bien par rapport à quand le personnage principal découvre un petit peu le tout. Alors, j'espère vraiment qu'ils ne nous feront pas attendre au-dessus d'une décennie pour une suite, parce que vraiment, s'ils continuent de se renouveler de cette façon-là, avec ce film-ci, puis avec le prochain, à ce moment-là, je pense qu'on a de quoi se régaler. Numéro 3. La comédie qui m'a le plus surpris cette année, pour moi, c'est L'Agent fait la farce. Écoute, je suis un fan de la trilogie de base avec Leslie Nielsen, et là d'avoir une suite où ce que t'as Frank Drebin Jr. joué par Liam Neeson qui embarque à fond dans le délire. Tes fesses. Et qui nous livre une performance démentielle, idiote, de la façon la plus sérieusement possible, comme il le fait si bien dans les films plus sérieux qu'il a fait. J'ai retrouvé pour moi tout ce qui faisait le charme initial de cette série de films-là pour nous donner de quoi en 2025, qui avait pas peur d'aller dans l'idiotie de ce qu'on a vu précédemment. Je suis allé le voir 2 fois au cinéma au total.
Et regarde, j'ai ri autant la deuxième fois que la première, voir si c'était pas plus. Numéro 2. Heure de disparition, pour moi, a été un film très surprenant. Le seul truc qui m'a laissé sur ma faim, c'est les motivations floues, si je peux dire, de la méchante. Les acteurs étaient écœurants, tout le monde était fucking bon. J'ai trouvé l'histoire creepy et l'idée de raconter l'histoire de différents points de vue, où qu'après ça, tu vois la même scène d'un point de vue d'un personnage différent, puis tout, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Autant la réalisation est bonne, puis toute l'ambiance et le scénario de la madame qui fait Gladys, oh my god, c'était tellement creepy. Juste à repenser présentement à sa performance, j'en ai un petit peu des frissons dans le dos. Numéro 1. Mais pour moi, la plus grosse surprise de l'année, ça a été le film Trolley, ou Drop en anglais, réalisé par Christopher Landon. C'est un film que j'ai trouvé écœurant. C'est aussi un film que ça faisait longtemps que j'avais pas une crise de panique dans un cinéma. C'est arrivé une couple de fois par le passé où même j'avais dû quitter le film. Mais là ici, ma crise de panique, on est resté. Puis là, ça a passé parce que les bouts qui m'ont fait le plus paniquer, c'était quand tout d'un coup la fille apparaît folle pour le tournant aux alentours. Parce qu'eux, ils savent pas pourquoi elle agit comme ça. Fait que là, je sais au moins que la prochaine fois, je vais voir regarder le film, en sachant déjà, si je peux dire, les événements, puis en sachant à la fin, je vais pouvoir regarder ces bouts-là sans paniquer. Parce qu'en tant que joueur, quand je regarde un truc pour la première fois, puis que le protagoniste passe pour un hostie de fucké, ça pour moi c'est... J'ai pas de la misère avec ça. Le film, je l'ai trouvé intriguant tout le long. Pour moi, ce film-là était une réussite totale sur toute la ligne. Garde, ça a été pour moi la plus grosse surprise de l'année. Bref, ça va être tout pour cette vidéo des meilleurs et des pires films de 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?